Hello, everybody. This is Pascal and Bonjour à tous, ici Pascal. L'ambassadeur Chas Freeman a encore frappé. Il a donné une conférence il y a quelques jours au Middle East Forum où il a fourni des détails incroyables sur la géopolitique du Moyen-Orient, les problèmes actuels et pourquoi la région ne sera bientôt plus connue sous le nom de Moyen-Orient, mais plutôt comme l'Asie de l'Ouest. Essentiellement, toute la région réémerge en tant qu'acteur géostratégique à part entière, se distançant des États-Unis, s'éloignant de l'unipolarité et affirmant son indépendance à travers les actions de ces divers acteurs. Gardez à l'esprit que l'ambassadeur Freeman a été secrétaire adjoint à la Défense et ambassadeur en Arabie saoudite. Cela montre juste que les États-Unis comptent des individus avec des capacités remarquables à voir au-delà de la propagande. Je vous encourage à aller profiter de sa conférence sur l'Asie de l'Ouest. C'est un plaisir d'être avec vous, même si ce n'est que par vidéo. Je devrais probablement commencer par expliquer le titre plutôt étrange de mon exposé. Les noms font la différence. Ceux qui les attribuent révèlent leur perspective sur les lieux et les peuples qu'ils nomment. Au cours des 16e au 19e siècles, les Européens ont conquis et colonisé le monde, imposant leur perspective égocentrique sur sa géographie. Pour eux, l'Empire ottoman était le Proche-Orient, une région englobant l'Asie occidentale, l'Europe du Sud-Est et l'Afrique du Nord-Est. Puis, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, lorsque les États-Unis sont devenus la composante prééminente de l'Occident autoproclamé, une perspective transatlantique a supplanté la perspective européenne. Du point de vue des Américains, les terres au sein de l'Empire ottoman en déclin étaient une zone intermédiaire entre l'Europe, le sous-continent eurasien à l'est des États-Unis et le sous-continent indien. C'est pourquoi Alfred Thayer Mahan a décidé qu'elle devrait être appelée le Moyen-Orient et non le Proche-Orient. Avec le temps, même les habitants de là-bas ont commencé à utiliser ce terme forgé par les Américains. Le plus grand journal du monde arabe aujourd'hui est Al-Sharq al-Awsat, ce qui signifie le Moyen-Orient. Ainsi, le nom persiste. Mais les personnes vivant dans la région n'acceptent plus passivement les définitions étrangères de la place de leur patrie dans les affaires mondiales. Le cosmopolitisme ottoman a disparu avec la chute de l'Empire ottoman et du califat. Après avoir exploré une variété d'identités idéologiques transnationales, incluant le panarabisme, le bahassisme, le judaïsme, l'islamisme sunnite et chiite, les peuples de la région se sont redéfinis en tant qu'État-nation. La Turquie et les vestiges des territoires levantins du sultanat ottoman, qui ont été découpés en pays semi-indépendants administrés par des bureaucrates britanniques et français, ont développé des identités internationales bien définies. Israël, le Liban, la Palestine et la Syrie ont adopté des identités nationales fortes qui ont résisté à de multiples défis externes et internes. L'Iran s'est détaché de ses patrons néocoloniaux, a établi un gouvernement chiite farouchement indépendant et a affirmé sa sphère d'influence en Asie occidentale. Rien qu'en ce siècle, l'Irak a connu une gouvernance sous forme de dictature, le chaos résultant de tentatives américaines ratées de démocratisation et la perte d'au moins un demi-million de ses habitants à cause de la violence de forces étrangères et domestiques. Israël s'est éloigné de la vision humaniste largement partagée du nationalisme juif primitif pour adopter une position sioniste contemporaine qui contredit les valeurs juives universelles. Le peuple autochtone de Palestine a fait face à une dépossession génocidaire implacable et à une oppression brutale par l'État colonial sioniste. Le Liban, autrefois un centre de la politique française et l'hédonisme propagé, ouvertes ensemble en gouvernement. And Arab hedonism has become essentially ungovernable. Syria has been isolated, vivisected. La Syrie a été isolée, vivisectée et dévastée par des coalitions de forces intérieures soutenues par des acteurs externes, y compris les Arabes du Golfe, Israël, la Turquie et les États-Unis, entre autres. La Syrie continue d'être le centre d'une variété de guerres par procuration, y compris celles entre Israël et l'Iran, la Russie et les États-Unis, et la Turquie et les séparatistes kurdes.
Pendant ce temps, le royaume d'Arabie saoudite, autrefois fièrement pan-islamiste plutôt que pan-arabe ou nationaliste, a adopté le nationalisme. Il célèbre la fondation de ses officiels en tant qu'État en 1932 et utilise le calendrier international et non le calendrier hijri ou musulman pour ce faire. L'Égypte maintient son caractère distinctif et son identité culturelle sous une dictature militaire globale. Oman, le Qatar et les Émirats arabes unis, mènent des politiques étrangères indépendantes et exercent une influence non seulement régionale, mais aussi mondiale. Le Koweït, entouré par l'Iran, l'Irak et l'Arabie saoudite, est justement prudent. Bahreïn se soumet à l'Arabie saoudite et sert de proxy utile dans ses relations avec Israël et l'armée des États-Unis. Ce qui n'a pas changé, c'est l'importance géopolitique de l'Asie occidentale. Après tout, c'est là que l'Afrique, l'Asie et l'Europe se rencontrent, ainsi que les routes qui les relient. Les cultures de la région projettent une longue ombre sur l'Afrique du Nord, l'Asie centrale, du Sud et du Sud-Est et la Méditerranée. C'est l'épicentre du judaïsme, du christianisme et de l'islam, les trois religions abrahamiques qui ensemble façonnent les croyances et les normes morales de plus des 3/5 de la population mondiale. And moral standards of over 3/5 of humankind. This gives the region global reach. Cela confère à la région une portée mondiale. Cependant, alors que les pays de l'Asie de l'Ouest cherchent leur propre destin, ils ont dépassé le stade de subordination aux rivalités des grandes puissances et ont mis fin à leur vulnérabilité face aux tentatives extérieures d'imposer des idéologies étrangères comme le marxisme ou le gouvernement représentatif. L'islam politique, qui était leur première réponse à ces systèmes gouvernementaux étrangers, est en recul. Les peuples de la région se réinventent en accord avec leur propre tradition de monarchie, de dictature militaire, de politique consultative, de démocratie parlementaire ou de théocratie. L'ère de la domination étrangère sur le carrefour du monde, qui a commencé avec l'invasion et l'occupation de l'Égypte par Napoléon en 1798, est clairement révolue. Cela ne devrait pas nous surprendre. Cela fait près des 2/3 d'un siècle depuis que l'Égypte a forcé les Britanniques et les Français à céder le contrôle du canal de Suez. La Grande-Bretagne a abandonné ses ambitions impériales à l'est de Suez il y a 56 ans. Il y a 44 ans, les Iraniens ont expulsé leur shah qui avait été installé lors d'une infâme opération de changement de régime anglo-américaine un quart de siècle plus tôt. La guerre froide, qui a longtemps dominé la politique régionale, s'est terminée il y a 34 ans. Le 11 septembre, qui a profondément éloigné la région des États-Unis, s'est produit il y a plus de 2 décennies, soit une génération entière. Les soulèvements arabes de 2011 sont maintenant un souvenir lointain et confus pour tous, sauf pour ceux qui y ont participé. Le monde a subi un changement fondamental, et il en va de même pour l'Afro-Asie, l'Asie de l'Ouest et le Nord-Est de l'Afrique. Parmi les changements figure la diminution de l'attrait pour les traditions intellectuelles étrangères et les systèmes de gouvernement. Le marxisme est à peu près mort en tant qu'idéologie, sauf à l'école centrale du parti à Pékin et dans quelques institutions d'enseignement supérieur dans le monde anglophone. Alors que la primauté du droit cède partout la place au populisme, y compris dans notre propre pays, l'observation d'Aristote selon laquelle la démocratie a tendance à dégénérer en démagogie, autocratie et tyrannie de la majorité semble se confirmer. Diverses formes d'autocratie élues prospèrent en Russie et en Turquie et prennent racine en Inde et en Israël. Dans ce contexte, les efforts de Washington pour dépeindre les événements mondiaux comme étant motivés par un grand affrontement entre démocratie et autoritarisme ont peu d'attrait à l'étranger, où ils sont perçus comme à la fois non pertinents et sérieusement déconnectés de la réalité. Mais ce n'est qu'une partie de la raison pour laquelle, contrairement à la guerre froide, les pays de l'Asie occidentale, à l'exception notable de l'Iran, ont opté pour la non-alignement entre les États-Unis et les adversaires chinois et russes désignés par l'Amérique. Avoir appelé les États clients et les dépendances de l'Asie occidentale, comme Israël et les Arabes du Golfe, alliés d'une grande puissance,
était une grave méprise et une mauvaise description de leur statut. Ils étaient, et dans une certaine mesure le sont encore, des États protégés, consommateurs de sécurité fournis par des soutiens étrangers, plutôt que des fournisseurs ou des garants de sécurité pour ces soutiens. Les États de la région ont été plus enclins à impliquer leurs protecteurs dans les guerres qu'à les protéger de s'y retrouver empêtrés. Désormais, au lieu de s'aligner sur un seul protecteur, ces États ont cherché à se rapprocher de plusieurs grandes puissances, sans promettre de loyauté à aucune. L'Iran était à l'origine non aligné entre l'Est et l'Ouest. Cependant, des décennies de politique américaine d'ostracisme et de pression maximale n'ont laissé d'autre choix à l'Iran que de se tourner vers les adversaires de l'Amérique. L'Iran a sollicité leur aide pour repousser l'influence américaine hors de la région. En soutien à la guerre par procuration de Moscou contre les États-Unis en Ukraine, Téhéran a fourni des drones, des obus d'artillerie, des munitions de chars et d'autres systèmes d'armes à la Russie. Il collabore également avec l'Inde et la Russie pour développer le corridor de transport international Nord-Sud, ou INSTC, qui contournera la route maritime contrôlée par l'OTAN via le Bosphore et le canal de Suez. L'INSTC reliera la Russie au port iranien de Chabahar, connectant Moscou à Mumbai et à d'autres ports sur la côte ouest de l'Inde. Contrairement aux États-Unis, la Chine a travaillé dur pour maintenir de bonnes relations avec toutes les nations de la région, ce qui a particulièrement profité à l'Iran, lui permettant récemment de rétablir des relations normales avec des voisins arabes auparavant hostiles. Ce rapprochement a permis à l'Iran de briser l'embargo imposé par les Américains en ouvrant des opportunités de commerce et d'investissement avec les sociétés riches en capitaux de l'autre côté du golfe Persique. Pendant ce temps, de nouvelles routes, voies ferrées et pipelines, financées par l'initiative chinoise de la ceinture et de la route, promettent de restaurer le rôle pré-moderne de l'Iran en tant que centre régional pour les échanges économiques Est-Ouest et Nord-Sud. Il y a 4 décennies, l'Iran a subi une transformation similaire. Maintenant, les États arabes de la région sont également en train de se libérer des relations de dépendance passées avec leurs anciens protecteurs. Leurs interactions avec la Grande-Bretagne, la France, l'Union soviétique ou les États-Unis étaient intrinsèquement inégales. En échange de protection, ces pays offraient de la déférence aux intérêts et à la politique de leurs protecteurs, mais ne prenaient pas d'obligations réciproques. Ils ne s'engageaient pas à aider à la défense des intérêts régionaux de leurs protecteurs. Ces intérêts incluaient la sécurité des approvisionnements énergétiques, l'assurance du survol et du transit, l'accès au marché, la lutte contre le terrorisme et l'exemption d'Israël de la pression mondiale pour se conformer aux normes du droit international. Israël fait maintenant face à certains des mêmes dilemmes dans ses relations avec les États-Unis et d'autres puissances extérieures que ses voisins arabes ont longtemps affrontées. Il est mal à l'aise avec sa dépendance continue envers le soutien des États-Unis. Il voit l'alignement avec l'Amérique contre la Chine et la Russie comme contraire à ses propres intérêts. Israël ne peut plus prétendre partager des valeurs communes avec les idéalistes américains, bien qu'il conserve le soutien enthousiaste des sionistes acharnés, ainsi que des racistes américains et des fanatiques religieux. Comme d'autres dans sa région, Israël subit la pression des États-Unis pour changer sa politique étrangère et intérieure. Cependant, la crainte de représailles politiques ou la perte de soutien électoral de la part du lobby américain pro-Israël continue de réprimer les critiques publiques d'Israël par les politiciens américains. Dans la dernière décennie du XXe siècle, une période que feu Charles Krauthammer a nommée de manière évocatrice le moment unipolaire dans les affaires mondiales, les États-Unis ont éclipsé tous les autres pouvoirs extérieurs en tant que protecteurs et mécènes des États arabes de la région et d'Israël. En 1973, en réponse à l'attaque surprise de l'Égypte sur les forces israéliennes occupant le Sinaï, les États-Unis ont fourni un soutien militaire massif qui a permis une contre-offensive israélienne réussie.
Dans l'immédiat après-guerre froide, Washington est venu en aide aux Arabes du Golfe contre l'agression irakienne, mais a ensuite commencé à imposer des exigences idéologiques et autres qu'ils ont trouvées inappropriées et inacceptables. Après le 11 septembre, les Américains ont adopté l'islamophobie. Alors que la deuxième décennie du XXIe siècle commençait, les États-Unis non seulement ont échoué à soutenir des protégés de longue date comme Hosni Moubarak en Égypte contre le renversement, mais, au nom de la démocratie, semblaient applaudir leur éloignement du pouvoir. Ces événements ont privé les précédentes promesses de protection des États-Unis envers les États clients et leurs dirigeants en Asie occidentale de presque toute crédibilité. Le reste a disparu lorsque Washington n'a pas répondu aux diverses actions de l'Iran contre les intérêts des Arabes du Golfe et la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Maintenant, alors que les Arabes du Golfe prennent leur distance avec la déférence passée et la dépendance exclusive envers les États-Unis, ils ne cherchent pas et n'accepteront pas de subordination à la Chine, à l'Inde, à la Russie ou à d'autres pays extérieurs à leur région. La protection de ces autres acteurs externes n'est pas proposée. Ce qui se passe n'est pas, comme l'affirme sans réfléchir Washington, une tentative de la Chine, de la Russie ou de toute autre grande puissance de remplacer l'hégémonie américaine dans le soi-disant Moyen-Orient par la leur. Les États de la région ne sont ni ouverts à, ni en quête de relations de dépendance alternatives. Ils cherchent au contraire à poursuivre activement l'autonomie stratégique en se diversifiant loin de la surdépendance politique et économique envers les États-Unis. Atteindre une telle autonomie ne sera pas facile. En pratique, il y a des limites à la mesure dans laquelle les États de l'Asie de l'Ouest peuvent espérer se sevrer de la dépendance militaire envers l'Amérique. Aucune autre grande puissance n'a ni la disposition ni la capacité d'accepter les charges de les défendre les uns contre les autres ou contre des ennemis extérieurs, comme les États-Unis l'ont fait autrefois. Les États de l'Asie de l'Ouest sont heureux d'exploiter la rivalité entre grandes puissances, mais ils ne sont pas motivés par celle-ci. S'ils ne peuvent pas obtenir d'engagement de défense de la part de grandes puissances extérieures, ils doivent prendre la responsabilité de leur propre défense. Israël fait face à une transition particulièrement difficile. Les fondateurs ashkénazes du sionisme, en accord avec leurs persécuteurs chrétiens européens, considéraient les Juifs comme un groupe ethnique plutôt que comme une communauté religieuse. Le sionisme revendiquait que les Juifs, à l'instar d'autres minorités ethniques dans les empires européens en déclin, avaient droit à l'autodétermination. Les sionistes cherchaient l'indépendance juive dans la mythique patrie juive de Palestine. À l'époque, avec la condescendance raciste envers les peuples autochtones non européens qui était typique, ils la décrivaient comme une terre sans peuple, rejetant ainsi la population palestinienne résidente comme indigne de reconnaissance ou d'acknowledgement. Cette attitude a jeté les bases de l'État sioniste d'aujourd'hui, qui pratique la ségrégation contre les Arabes israéliens à l'intérieur d'Israël même, nie les droits fondamentaux aux Palestiniens en Cisjordanie, cherche à les pousser à l'exil en les expulsant de leurs maisons, en détruisant leurs fermes et en menant des pogroms contre eux. Il cause également délibérément des souffrances et occasionnellement des massacres des près de 2,2 millions de Palestiniens qu'il a emprisonnés à Gaza. Ce comportement, sans surprise, incite à la fois une haine arabe plus large envers Israël et une abomination mondiale du sionisme. Il met également en péril les accords d'Abraham parrainés par les États-Unis en les faisant apparaître comme un projet cynique de familles dirigeantes arabes autocratiques, imposées malgré l'opposition de la plupart de leurs sujets, qui continuent de voir Israël comme un État colonial anti-arabe intrinsèquement illégitime, soutenu par l'étranger. Depuis que l'Iran s'est retourné contre lui, Israël n'a pas réussi à se faire des amis dans sa propre région, malgré les efforts acharnés des Américains pour l'y aider.
Son refus d'accorder un accès facile aux musulmans cherchant à prier à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, qui est bien sûr la troisième ville la plus sainte de l'islam, sans parler des extrémistes juifs qui intensifient les assauts sur le site, offense la communauté musulmane mondiale. Seulement en Inde, où le hindutva est en hausse, les extrémistes israéliens ont trouvé un nationalisme religieux correspondant à leur propre antipathie envers le christianisme et l'islam. Les partis extrémistes qui contrôlent maintenant le gouvernement israélien fournissent chaque jour des preuves de leur haine raciste envers les Palestiniens, de leur mépris pour les Juifs américains et européens, de leur dénigrement des Israéliens libéraux et de leur mépris pour les gentils, ainsi que de leur soutien sans réserve à l'incitation à la brutalité et à la violence des colons. Ils viennent de passer outre à l'indépendance du pouvoir judiciaire de leur pays. Ils proposent de donner au gouvernement le pouvoir d'enfermer les citoyens israéliens juifs en détention provisoire, de la même manière qu'il a longtemps emprisonné les Palestiniens apatrides. Ces extrémistes créent un fossé profond entre les Israéliens juifs, déstabilisant le Mid-Israël, catalysant une perte de confiance dans l'avenir d'Israël et provoquant la fuite des investisseurs étrangers. Les rues restent remplies de manifestants et une grande partie de l'armée de l'air israélienne est actuellement en grève. L'observation perspicace d'Abraham Lincoln en 1858, selon laquelle une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir, semble très pertinente pour l'avenir d'Israël. Les menaces d'Israël d'attaquer l'Iran sonnent désormais moins comme des plans et davantage comme de la fanfaronnade, des efforts pour utiliser une menace étrangère afin de masquer les divisions internes et de dissimuler la faiblesse israélienne. Ces menaces servent également d'avertissement aux autres dans la région que Israël reste une puissance militaire de premier plan. Les excès sionistes ne divisent pas seulement les Israéliens, poussant beaucoup à émigrer, mais ils désillusionnent et éloignent également sérieusement les Juifs précédemment sympathisants et soutiens en Europe et dans les Amériques. Leur soutien, ainsi que celui des chrétiens fondamentalistes, a été aussi essentiel au maintien d'Israël que le soutien des catholiques européens l'a été pour la survie du royaume croisé de Jérusalem du XIe au XIIIe siècle. Israël trouvera plus difficile que ses voisins arabes de diversifier les sources de son soutien international. Aucune grande puissance, à part les États-Unis, ne semble prête à ignorer, encore moins à subventionner, l'oppression brutale d'Israël envers ses populations arabes captives. Alors que le rôle et le statut international de ses voisins arabes grandissent, la volonté des grandes puissances extérieures de les offenser ne peut que diminuer. Pendant ce temps, les efforts d'Israël pour éviter de prendre parti dans la guerre en Ukraine, malgré sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et sa grande population russophone, ne l'ont pas rendu plus cher ni à Washington ni à Moscou. Certains oligarques russes et ukrainiens opposés au président russe Vladimir Poutine résident maintenant en Israël ou revendiquent la citoyenneté israélienne. Les États-Unis se sont fermement opposés à l'ouverture d'Israël envers la Chine. M. Netanyahou prévoit de s'y rendre quelque part cette année. Si Israël perd le soutien et la protection politico-militaire des Américains, dont l'appui à la cause sioniste montre déjà des clivages partisans et générationnels, il aura du mal à se repositionner géopolitiquement. Malgré les efforts du gouvernement Netanyahou pour cultiver des relations avec la Chine, l'Inde et la Russie, Israël n'a pas d'alternative viable à sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Le Royaume d'Arabie saoudite a été confronté à un défi similaire et a répondu en se repositionnant géopolitiquement. L'aliénation entre l'Arabie saoudite et l'Amérique s'est progressivement approfondie au cours des 22 années depuis les attaques terroristes du 11 septembre sur New York et Washington. Ces attaques ont conduit à la diabolisation de l'Arabie saoudite, d'autres nations et de l'islam dans la politique américaine. L'incapacité des Américains à distinguer entre l'établissement saoudien et ses ennemis d'Al-Qaïda a choqué les Saoudiens précédemment pro-américains, y compris la famille régnante des Al Saoud.
as well as to L'échec de Washington à soutenir les foules qui ont renversé Hosni Moubarak, son allié de longue date, du pouvoir en Égypte en 2011, a érodé la confiance des Al Saoud et d'autres dirigeants arabes qui comptaient sur le soutien des États-Unis. Leurs préoccupations se sont accrues lorsque les États-Unis n'ont pas répondu aux attaques soutenues par l'Iran contre les installations pétrolières saoudiennes et émiraties, ainsi que contre la navigation dans le détroit d'Ormuz et les bases militaires à Abu Dhabi. and military bases in Abu Dhabi. The Saudis and other Gulf Arabs saw this Les Saoudiens et les autres Arabes du Golfe ont vu cela comme une impérative urgence de développer des alternatives à la dépendance envers l'Amérique, et ils ont redoublé d'efforts pour y parvenir. Le meurtre atroce de mon ami Jamal Khashoggi en 2018 a cimenté le passage des États-Unis d'un soutien discret à l'Arabie saoudite à une antipathie ouverte envers celle-ci. Ce changement a surpassé la minuette narcissique du président Trump avec le Royaume et a conduit le candidat présidentiel Joe Biden à promettre de faire du Royaume et du prince héritier Mohammed Ben Salman des parias internationaux. Une fois en fonction, le président Biden a découvert que les intérêts américains nécessitent une relation cordiale et coopérative avec le Royaume, ce qui l'a conduit à un effort tardif pour courtiser à la fois celui-ci et le prince héritier Mohammed. Cependant, cela n'a pas réussi. Un opprobre exprimé localement, même s'il est formellement rétracté, n'encourage pas la fidélité. Les politiques américaines basées sur une diplomatie dénonciatrice, un soutien inconditionnel à Israël et une animosité totale envers l'Iran ont clairement dépassé leur date de péremption dans les États du Golfe arabe. Au lieu de renouveler sa précédente déférence envers les États-Unis, l'Arabie saoudite a construit une solide relation consultative avec la Russie, qu'elle a maintenant efficacement intégrée à l'OPEP. Elle a également courtisé la Chine, son plus grand et plus prometteur marché d'exportation et sa plus grande source d'importation. Le Royaume normalise ses relations avec l'Iran, portant un coup dur au plan américano-israélien visant à unir les États arabes du Golfe et Israël dans une coalition anti-iranienne. Cela a rendu évident que bien qu'elle soit prête à traiter de manière transactionnelle avec Israël, la normalisation des liens avec l'État sioniste coûterait aux États-Unis et à Israël bien plus que ce qu'il pourrait jamais offrir. Comme Israël et le reste de l'Asie de l'Ouest, à l'exception de l'Iran, l'Arabie saoudite a refusé de s'aligner avec l'Occident ou la Russie dans la guerre en Ukraine. Malgré les objections américaines, le Royaume normalise maintenant les relations diplomatiques avec la Syrie. Le prince héritier Mohammed, qui s'était tourné vers la Chine, l'Inde et la Russie lorsqu'il était persona non grata en Occident, a depuis échangé des visites avec le président Macron de France et le président Erdogan de Turquie. Il a reçu le président Biden et l'ancien premier ministre britannique, ainsi que leurs principaux conseillers dans son pays. Il a également été invité à visiter Londres. Il a redoublé d'efforts pour forger des relations et choisir des amitiés avec d'autres pays qui, selon lui, servent au mieux les intérêts saoudiens. En conséquence, avec les Émirats arabes unis et le Qatar, qui ont également adopté des politiques étrangères basées sur le réalisme politique qui contourne ou défie la primauté américaine, le Royaume est apparu comme une puissance de rang intermédiaire avec une portée mondiale significative. Dans le même temps, Riyad a cherché à renforcer son influence régionale par un rapprochement avec le gouvernement syrien qu'il avait passé les 12 années précédentes à essayer de renverser, et il a rouvert son dialogue de longue date avec le Hamas. Loin d'être considéré comme un paria, l'Arabie saoudite est désormais largement courtisée en tant qu'acteur clé dans la géopolitique et la finance mondiale et régionale. Elle a la capacité d'offrir ou de retenir une coopération ou une acquiescence cruciale sur de multiples questions d'intérêt mondial. Considérez par exemple la conférence de paix à Jeddah qui a eu lieu hier. Les Saoudiens l'auraient convoquée en réponse à une demande des États-Unis pour leur aide dans l'élargissement du soutien à l'Ukraine dans le Sud global.
La garde par l'Arabie saoudite de 2 des 3 villes saintes de l'islam renforce ses liens humains avec les environ 2 milliards de membres de la communauté musulmane mondiale. Pour ces membres, il est un devoir religieux d'effectuer les pèlerinages du Hajj ou de l'Umrah. Sous le prince héritier Muhammad, le royaume a tempéré sa version particulièrement étroite de l'islam et s'est rapproché des traditions tolérantes de la religion. La direction du royaume de l'Organisation de la coopération islamique et de la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme a réduit les frictions antérieures avec d'autres sociétés musulmanes plus permissives. La réduction des contraintes religieuses sur le comportement individuel et collectif dans le royaume a commencé à permettre l'épanouissement des talents des femmes. Cela a également facilité la volonté étrangère d'investir dans l'économie non pétrolière en expansion de l'Arabie saoudite et dans les méga-projets qu'elle a lancés dans le cadre de sa vision 2030. L'Arabie saoudite est loin d'être la seule à chercher à élargir et diversifier ses relations politiques et économiques internationales. La plupart des commentaires se concentrent sur les efforts des Émirats arabes unis et du Qatar pour consolider les liens avec la Chine et la Russie. Comme Israël, Dubaï est devenu un refuge majeur pour les Russes, cherchant à éviter les complications dans leur pays créées par les sanctions occidentales. Les États-Unis ont cité la relation militaire cordiale des Émirats avec la Chine comme raison pour annuler le transfert des F-35 que les Émirats avaient été promis en incitation à normaliser les relations avec Israël. Cependant, le succès de Dubaï en tant que centre international d'entrepôts, d'affaires et financiers stimule une concurrence croissante de l'Arabie saoudite dans les domaines de la finance, du commerce, de l'investissement, de la technologie de surveillance et de la production d'armements. L'Arabie saoudite prévoit que son principal véhicule d'investissement, le Fonds d'investissement public, disposera de plus de 2 trillions de dollars d'ici 2030, ce qui en fera le plus grand au monde. Elle a demandé à adhérer aux BRICS ainsi qu'à la nouvelle banque de développement des BRICS. Les Saoudiens, en particulier, après des décennies de dépendance quasi totale vis-à-vis des importations internationales d'armes, cherchent maintenant à attirer des investissements dans leurs industries militaires nationales. Cela représente un coût potentiellement mortel à l'approche traditionnelle américaine, qui insiste pour que le Royaume et d'autres États protégés comme les Émirats n'achètent pas d'armes auprès de concurrents des États-Unis, tandis que Washington refuse simultanément de leur vendre des alternatives américaines. Les politiques américaines qui assimilent la sécurité au militarisme ignorent les facteurs politiques, économiques, commerciaux et culturels et comptent sur les sanctions et l'ostracisme plutôt que sur le dialogue diplomatique, se sont avérées être sérieusement contre-productives. Cela explique le paradoxe selon lequel, alors que les forces aériennes, navales et terrestres des États-Unis continuent d'être présentes ou de s'exercer dans les 6 membres du Conseil de coopération du Golfe, ainsi qu'en Irak et en Syrie, les États-Unis sont perçus comme se retirant de la région. Alors que la domination des grandes puissances en Asie occidentale recule, les pays de la région poursuivent leurs propres intérêts à travers la realpolitik. Cette approche leur permet de progresser sur des questions qui étaient longtemps considérées comme insolubles. Il y a 5 mois, des années d'efforts de l'Irak et d'Oman pour faciliter la restauration des relations saoudo-iraniennes ont abouti à la médiation réussie de la Chine pour un rapprochement entre les 2 pays. Depuis lors, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations auparavant hostiles avec la Syrie. L'Égypte et la Turquie ont agi pour mettre fin à la rupture entre elles. Les accords dits d'Abraham, par lesquels Bahreïn et les Émirats arabes unis ont établi des relations diplomatiques avec Israël, sont un autre exemple de pragmatisme intéressé produisant des progrès. Ces accords reflétaient l'intérêt des États arabes à exploiter le pouvoir politique du lobby israélien aux États-Unis à leur avantage, ainsi qu'à obtenir un accès élargi aux armements américains. Depuis, le lobby israélien a joué le rôle souhaité,
mais les États-Unis n'ont pas livré les F-35 et autres systèmes d'armes qu'ils s'étaient engagés à fournir. La grande exception au mouvement en avant dans la région est maintenant la question israélo-palestinienne. L'escalade de la violence entre Israël et ses populations arabes captives a interrompu le développement des liens ouverts d'Israël avec les États arabes et est en train d'aliéner Israël de l'Occident. L'acceptation régionale d'Israël, aussi souhaitable soit-elle, dépend de l'acceptation par Israël des droits de ses citoyens arabes. Cependant, il n'y a actuellement aucune preuve d'une volonté américaine ou israélienne de s'attaquer à cette question. Il n'y a pas eu de processus de paix depuis des décennies, et il est devenu évident que ce qu'Israël entend par paix est la reddition palestinienne à la suprématie juive et à la dépossession. Malheureusement, les États-Unis sont maintenant incapables d'exercer un leadership efficace sur l'une de ces questions. Washington n'a pas de lien avec Téhéran ou Damas. Il a des relations tendues avec Riyad, des relations tendues avec Ankara, des relations stagnantes avec le Caire et des relations mutuellement exaspérées et en détérioration avec Jérusalem. L'éloignement de la région vis-à-vis des États-Unis se reflète dans les efforts des pays de la région pour rejoindre les organisations dites des BRICS et de coopération de Shanghai et pour utiliser des monnaies autres que le dollar pour le règlement commercial. Bien qu'ils ne souhaitent pas sacrifier leurs relations avec les États-Unis, les puissances régionales, y compris l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, ont signalé qu'ils ont l'intention de profiter pleinement de ces nouvelles ouvertures alors qu'ils se préparent à un monde multipolaire post-américain. La dédollarisation fait partie de cette évolution. Il reste un travail en cours, mais il a été accéléré par les appréhensions générées par la confiscation par les États-Unis et l'Europe des réserves en dollars et en or de l'Iran, du Venezuela et de la Russie. Ces saisies ont tourné en dérision les responsabilités fiduciaires des banques centrales. Elles ont souligné la réalité selon laquelle les États-Unis et leurs alliés occidentaux établissent et rompent maintenant les règles de l'ordre international de l'après-Seconde Guerre mondiale, comme bon leur semble. Elles ont soulevé de sérieux doutes quant à la mesure dans laquelle le dollar conserve de la valeur. Malgré le risque accru lié à la détention de dollars, l'accord pétrodollar de 1973 reste en vigueur pour l'instant. Cet accord, que beaucoup ont oublié, a permis au dollar qui venait de devenir une monnaie fiduciaire, n'étant plus adossé à l'or, de continuer à servir de moyen universel de transaction sur les marchés des matières premières, comme l'énergie et les matières brutes. En vertu de cet accord, les Saoudiens, et par extension les autres membres de l'OPEP, ont accepté de maintenir leurs réserves de devises en dollars et de réinvestir tous les dollars qu'ils reçoivent pour leur pétrole aux États-Unis. La capacité des États-Unis à imprimer de l'argent plutôt qu'à exporter des biens et services pour équilibrer ses importations est à la fois unique et la base de la primauté mondiale américaine. Cependant, l'avantage indéfini conféré à l'Amérique par une telle hégémonie monétaire ne peut plus être considéré comme acquis. Beaucoup est en jeu pour les États-Unis avec les États nouvellement conflictuels de l'Asie occidentale. La région reste un élément central de la géopolitique mondiale, mais elle n'est plus une sphère d'influence américaine. Washington doit s'adapter à la nouvelle réalité selon laquelle ses anciens États clients jugent désormais dans leur intérêt de maintenir des relations politiques, économiques et militaires avec plusieurs partenaires extérieurs. Ils ne donneront plus à l'Amérique le monopole des achats d'armes et de la présence militaire, ni ne se plieront aux intérêts des États-Unis s'ils ne peuvent être convaincus de voir ces intérêts comme les leurs. Une telle persuasion nécessiterait un niveau d'engagement diplomatique américain respectueux avec eux, qui n'a pas été vu depuis des décennies. Les pays de la région ont besoin d'être rassurés que Washington est un soutien fiable de leurs intérêts, plutôt qu'un champion unilatéral des siens.
À cette fin, les États-Unis doivent mériter leur coopération en offrant des avantages économiques et politiques tangibles. L'Amérique ne réussira pas en se concentrant sur l'empêchement de ces pays d'accepter de tels avantages de la part de la Chine ou d'autres grands concurrents de puissance, tout en n'offrant pas d'alternatives attrayantes. Les États-Unis ont longtemps reconnu que la prospérité tant domestique que mondiale nécessite un accès aux ressources en hydrocarbures de la région du Golfe Persique et ont agi unilatéralement pour protéger cet accès. Malgré la réémergence des États-Unis en tant qu'exportateur net d'énergie et concurrent international avec le pétrole et le gaz de l'Asie occidentale, le Golfe Persique conserve son importance pour l'économie mondiale. Cependant, la volonté et la capacité des Américains à assumer seuls l'ensemble du fardeau de la protection de l'accès d'autres nations aux hydrocarbures du Golfe ne sont plus ce qu'elles étaient. Les expériences récentes ont rendu presque impossible de convaincre quiconque dans la région que les États-Unis restent engagés et prêts à faire ce qu'ils faisaient auparavant à cet égard. Aucun pays en Asie de l'Ouest, aucun pays arabe, pas même Israël, ni aucun autre pays, n'est désormais prêt à compter exclusivement sur les États-Unis pour protéger son identité nationale ou son commerce énergétique. Il y a un intérêt croissant dans la région et au-delà pour des alternatives aux garanties américaines déclinantes d'accès mondial à l'énergie dont le monde a besoin pour prospérer. De telles alternatives doivent être fondées sur le renforcement des capacités de défense individuelles et collectives des producteurs d'énergie de la région, ainsi que sur des accords entre eux pour ne pas entraver les exportations des autres. Les principaux pays vers lesquels ils exportent devraient également être impliqués. Autant les États-Unis pourraient préférer restreindre la coopération diplomatique et navale aux soi-disant alliés, cela ne serait pas suffisant. La Chine est maintenant le plus grand importateur de pétrole et de gaz du Golfe Persique, suivi par l'Inde. Les deux doivent faire partie de tout arrangement de sécurité multinationale et déployer une structure de force efficace pour le soutenir. La condition préalable à un partage efficace des charges est un accord entre les grandes puissances extérieures pour mettre de côté leur rivalité militaire dans le Golfe Persique au profit de la protection d'un intérêt commun à soutenir la prospérité mondiale, ainsi que leur propre bien-être. La question opératoire est de savoir si les États-Unis, avec notre mentalité actuelle, du tuer avec nous ou contre nous, et notre obsession de la rivalité entre grandes puissances, peuvent faire preuve de la flexibilité nécessaire pour aider à mettre en place un cadre qui servirait plus que nos propres intérêts égoïstes. Franchement, il est difficile d'être optimiste à ce sujet en ce moment. C'est encore plus difficile d'être optimiste quant à l'avenir d'Israël, qui continue sa marche vers la perdition. Il répond à ceux qui le dénoncent et tentent de l'arrêter avec des calomnies infondées d'antisémitisme. Israël est né dans l'espoir. Il risque de finir en tragédie, victime de l'hubris et de l'inattention aux lamentations et aux avertissements de ses bienfaiteurs. La chute d'Israël, si elle se produit, ne sera pas imposée par la résistance palestinienne à ses injustices, ni par l'hostilité de ses voisins arabes. Elle serait de ses propres mains, avec plus qu'un peu d'aide de ses amis américains. Malheureusement, les États-Unis ont été autant les facilitateurs de la descente d'Israël dans des pratiques autodestructrices et répréhensibles que toute personne qui donne de l'argent à un alcoolique pour acheter de l'alcool. Un soutien inconditionnel à Israël reste essentiel pour extraire des contributions de campagne des sionistes américains de salon. Mais il ne crée qu'un risque moral pour Israël et en fait un fardeau pour la politique étrangère des États-Unis. Les subventions américaines pour Israël et l'insistance sur son exemption unique des normes du droit international, plus que tout le reste, amène le monde à accueillir avec scepticisme, frôlant la dérision, les prétentions des États-Unis à soutenir la justice, les droits humains et la démocratie.
À moins et jusqu'à ce que le soutien des États-Unis prenne fin, Israël continuera des comportements qui déshonorent le judaïsme, créent des ennemis pour lui-même et pour les États-Unis, et mettent en péril non seulement sa position morale, mais aussi sa viabilité même en tant qu'État-nation. Permettez-moi de conclure. Pour le meilleur ou pour le pire, l'Asie occidentale a acquis un dynamisme qui exige la réévaluation et l'ajustement des politiques américaines de longue date. Les relations entre ces pays et entre eux et le monde extérieur changent. Une adhésion rigide aux partenariats historiques ne sert pas les intérêts américains. Les États-Unis doivent s'abstenir d'offrir à tout pays là-bas ce qui semble être un chèque en blanc, reconstruire des liens là où ils se sont tendus, placer les intérêts américains en premier et être prêt à offrir un amour difficile à des amis qui agissent contre les intérêts américains. Cela exigera un niveau de compétence dans la gestion des affaires de l'État et une habileté en diplomatie qui ne sont actuellement pas évidents dans la politique étrangère américaine. Ce qui a fonctionné dans le moment unipolaire, ou la guerre froide qui l'a précédé, ne fonctionnera pas dans le monde multipolaire émergent, ni dans le nouvel ordre régional multi-aligné de l'Asie occidentale. Pour servir les intérêts américains dans ces nouvelles circonstances, les politiques des États-Unis nécessitent une réflexion fondamentale et une refonte. Malheureusement, jusqu'à présent, il y a peu de preuves que les Américains sont prêts à relever ce défi. Mais des politiques qui échouent à anticiper et à accommoder le changement risquent la surprise stratégique et l'humiliation. Je vous remercie. Humiliation by it. Thank you.